Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une anatomie vraiment fascinante, celle des glandes salivaires majeures chez l'humain. Et pour bien comprendre toute cette architecture, on va suivre une règle stricte tout au long de notre leçon. On va progresser des structures les plus volumineuses jusqu'aux plus petites. C'est parti. Pour garder un séquençage super logique, voici notre programme. 1. Introduction. 2. Les glandes parotides. 3. Les glandes submandibulaires. Et enfin 4. Les glandes sublinguales. Bon, entrons directement dans le vif du sujet avec la section 1, Introduction et aperçu du système salivaire. Est-ce qu'on se rend compte que nos glandes salivaires produisent environ 1 litre de salive chaque jour? 1 litre entier? Ça paraît énorme, mais c'est absolument crucial. Sans cette production massive, des choses aussi basiques que parler, mâcher, sentir le goût des aliments et avaler, eh bien ce serait tout simplement impossible. Alors il faut préciser tout de suite qu'on a affaire à des glandes exocrines. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, ça signifie qu'elles sécrètent leurs produits, notre fameuse salive, via des conduits spécifiques qui mènent directement à l'environnement externe, c'est-à-dire la cavité buccale, plutôt que de la relâcher dans la circulation sanguine. D'un point de vue anatomique, on sépare ces structures par taille. D'un côté, on a les petites glandes, ou glandes mineures. Elles sont accessoires, presque microscopiques, et sécrètent de la salive en continu un peu partout sur la muqueuse de la bouche, comme les lèvres, le palais ou les joues. Mais de l'autre côté, on a les grandes glandes, les glandes majeures. C'est l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus massives, organisées en 3 paires distinctes et réparties d'arrière en avant. Passons maintenant aux plus imposantes de ces structures. Abordons la section 2, les glandes parotides. Avec un poids moyen d'environ 25 grammes, les parotides sont sans conteste les poids lourds des glandes salivaires majeures. Elles sont situées de chaque côté du visage et ont cette coloration jaunâtre assez caractéristique. C'est vraiment le point de départ idéal et le plus volumineux de notre classement par taille. La parotide est confortablement nichée juste derrière la branche montante de la mandibule, remplissant une cavité profonde qu'on appelle la loge parotidienne. Mais le plus incroyable ici, c'est qu'elle est littéralement transpercée par le nerf facial, le fameux nerf crânien numéro 7. Ce passage coupe carrément la glande en 2 lobes, un latéral et un médial, qui restent reliés par un petit isthme. Bien sûr, toute cette salive a besoin d'une autoroute pour rejoindre la bouche. C'est là qu'intervient le canal de Sténone, le conduit excréteur principal de la parotide. C'est un tube blanchâtre parois épaisse qui fait à peu près 4 cm de long pour 3 mm de diamètre. Il remonte en diagonale vers l'avant pour finir par s'ouvrir à l'intérieur de la joue, tout près du collet de la première ou deuxième molaire supérieure. Évidemment, une glande de ce calibre demande une logistique impressionnante. Elle reçoit un afflux sanguin massif via les branches de l'artère carotide externe et se draine dans la veine jugulaire externe. Quant à son innervation, qui contrôle sa fonction, elle est gérée par un réseau complexe impliquant à la fois le nerf facial et le nerf mandibulaire. On descend d'une marche dans notre classement pour examiner la section 3, les glandes submandibulaires. Là, on observe une chute de taille assez radicale. Ces glandes rosées pèsent seulement 7 grammes environ. Elles ont la forme parfaite d'une petite amande et sont stratégiquement cachées sous l'angle de la mâchoire, bien à l'abri dans la loge submandibulaire. Leur système de livraison de la salive est lui aussi fait sur mesure. Pour cette glande précise, la salive voyage via le canal de Wharton. C'est un conduit blanchâtre de 4 à 5 cm de long qui sort de la partie profonde de la glande, avance sous la langue et débouche dans la bouche par l'ostium ombilical, juste à la base du frein de la langue. Pour maintenir cette petite usine en forme d'amande active, l'apport sanguin vient principalement des artères faciales et sous-mentales. Et pour donner l'ordre de libérer la salive, c'est géré d'une main de maître par le ganglion submandibulaire, le nerf lingual et une structure au nom poétique, la corde du tympan. Ce qui nous amène à la dernière étape de notre descente anatomique. Voici la section 4, les glandes sublinguales. Ce sont tout simplement les plus petites des glandes salivaires majeures. Elles sont aplaties transversalement, un peu effilées au bout et ne mesurent que 3 petits centimètres de long. Leur poids, à peu près 3 grammes. On est très loin des 25 grammes de la parotide. Ces minuscules structures sont situées directement dans le plancher de la bouche, sous la muqueuse du sillon alvéolo-lingal. Leur alimentation en sang est très ciblée. Elle est fournie par l'artère sublinguale avec un drainage assuré par les veines linguales profondes, un réseau vraiment intime et hyper localisé. Côté excrétion, l'architecture est complètement différente des autres. Au lieu d'avoir un seul gros canal principal, la glande sublinguale fonctionne un peu comme une grappe. Elle utilise entre 15 et 30 minuscules canaux mineurs qu'on appelle les canaux de Walter, en plus d'un ou 2 canaux excréteurs un peu plus larges, connus sous le nom de canaux de Rivinus ou de Bartoline. Finalement, quand on prend un peu de recul, toute la logique de notre leçon d'aujourd'hui s'emboîte parfaitement. On voit clairement le poids chuter de 25 grammes à 7, puis à 3. Chaque taille a son propre système de canaux exclusif. Sténon, Wharton et enfin le complexe Water Rivinus.
même la forme s'adapte à l'espace disponible, passant d'une masse irrégulière à une amande pour finir sur un profil totalement aplati. Alors que cette plongée anatomique touche à sa fin, il y a de quoi se poser une vraie question. Quand on réalise à quel point ces réseaux de canaux sont précis et combien leurs emplacements sont étroits, à quel point un traumatisme très localisé, au niveau du plancher de la bouche par exemple, pourrait-il perturber la production quotidienne de ce fameux litre de salive si indispensable? Ça laisse vraiment songeur quant à la fragilité et à l'incroyable équilibre de notre corps humain.